Je pense que nous pouvons donc passer au premier panel qui sera organisé, dirigé par Simona Bonfante sur l'état de droit. Simona souhaite peut-être ajouter un petit quelque chose. Thank you, Virginia. Good morning, everybody. Yes, this session is dedicated to Bonjour, état de droit et droits fondamentaux. Pour la plupart des citoyens, le concept d'état de droit ne dit pas grand-chose, ou c'est quelque chose de purement théorique. La perspective change lorsque l'on vit soi-même une violation de l'état de droit et ses conséquences. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une condition quasi semi-permanente de leurs droits fondamentaux, en tout cas en Italie. Et aujourd'hui, nous allons discuter notamment de ce que peuvent faire les citoyens pour défendre et préserver leurs droits et leurs libertés fondamentales. Je ne me suis pas présenté. Simona Bonfante, activistes humans et journalistes freelance. Nous avons un panel de qualité. Ils sont tous là aujourd'hui. Annalisa Ingeri, activiste humans qui défend une initiative citoyenne. Filippo De Agostini pour Action laïque belgo-italienne. Il va nous parler des libertés civiques. Veneta Magistrelli. Bonjour Veneta. Elle défend une initiative citoyenne de lutte contre la corruption en Europe. Stopcorruption.eu. Elle va nous parler de cette initiative. Federico Angele de The Good Lobby, directeur de la branche italienne du Good Lobby, une organisation bien connue. Et nous avons aussi un invité de marque, Benitaï, professeur de droit à l'Université d'Hong Kong. C'est l'un des leaders du mouvement non violent et pro-démocratique qui est mobilisé depuis 2014. En avril dernier, il a été condamné à 16 mois de prison sur des suspicions de conspiration, mais libéré sous caution en août dernier. Il a pu être à la base d'un mouvement débouchant d'ailleurs sur l'élection du camp démocratique lors des récentes réélections tenues à Hong Kong. Donc c'est avec plaisir que nous allons pouvoir écouter Benny. Aujourd'hui, il n'a pas pu venir à Bruxelles, mais il nous a transmis un petit message vidéo que les interprètes ne pourront malheureusement pas vous traduire. If you use your headphones. Hong Kong was a British colony before. Benny Tai, I'm associate professor at the Faculty of Law, University of Hong Kong. Thank you for giving me this opportunity to share about the situation of Hong Kong, especially the rule of law and democracy in Hong Kong. As most of you may know, that Hong Kong was a British colony before 1997, and Hong Kong has inherited the common law legal system, and so to a certain extent that Hong Kong can maintain a very high level of the rule of law before the transfer of sovereignty.
Now, we have judicial independence and we have a system of law to protect the fundamental rights of Hong Kong people. Even though we did not have a democratic system or democratic election at that time, but still the rule of law could be maintained, and mainly through the democratically elected Parliament of the United Kingdom, that the colonial government of Hong Kong was still under sufficient check, not only by the judiciary, but also to a certain extent by the lawmaking body, the legislature, and also especially the connection with a democratically elected Parliament in the United Kingdom. Now, the situation changed after the transfer of sovereignty in 1997. Now, surely the highest authorities in China is not like in the United Kingdom, an elected body. And so the situation after the transfer of sovereignty is that we have a kind of democratic deficit in our rule of law system. Now, in the past, the rule of law system, to a certain extent, could be maintained was because, as I mentioned, the democratic elected Parliament of the United Kingdom, that's our sovereign master before the transfer of sovereignty. But now the new sovereign master, China, could not provide this kind of democratic check on the powers of the colonial government, or I mean the special administrative government in Hong Kong. And that makes the rule of law in Hong Kong rather insecure, or you can say that is put on a rather flimsy foundation. And yes, we could still have an independent court, but without a democratically elected lawmaking body to provide that kind of democratic check, to make the officials accountable. And our chief executive is very much like the president or the parliament, the prime minister of a state, was also not democratically elected by Hong Kong people. So without this democratic right by the Hong Kong people, you'll find that the rule of law in Hong Kong is kind of facing challenges. And that's the situation in around 2013, 2014, when I initiated the Occupy Central with Love and Peace movement. Now, that was a movement striving for democratic reform in the Hong Kong system. And we hope that the chief executive and also all members of the lawmaking body called the Legislative Council of Hong Kong would be elected by universal suffrage. And so in order to generate pressure on the Chinese government to honor, actually that's a promise in the constitutional instrument of Hong Kong. We call it the Basic Law of Hong Kong, that the chief executive and all members of the Legislative Council will be elected by universal suffrage. So we organize a civil disobedience action to generate more political pressure on the Chinese government, hoping that it would honor the promise. But after 79 days of occupation on the streets in September to December 2014, the Chinese government still refused to accept our demand, and so the existing system of government is still not elected by Hong Kong people directly. So after the occupation in 2014, actually the Chinese government has tightened its control over Hong Kong and used various methods to suppress the demands for democratic change, and use ways to weaken the civil society and even the courts, and making the court less capable to check the powers of the government. Now, so
for the few years after the occupation in 2014, the situation seems to be actually very bad, and many people was very frustrated and felt very powerlessness under that kind of situation. But just totally unexpected, in June 2019, this year, that thousands and thousands of people stand up again to fight against a bill put forth by the government trying to integrate the Hong Kong legal system with the mainland legal system, the Chinese legal system, concerning the extradition matters. And that might be the reason that the Hong Kong people, they could not stand any more of the further suppression by the Chinese government. Not only that, not only that the Chinese government refused to honor the promise in the Basic Law to have genuine democracy, but actually in the past few years, the suppression we suffer, and so Hong Kong people stand up again. And we have organized protests, public gatherings, and civil disobedience action. But as the system, system in Hong Kong is getting more and more unjust, and so some protesters resort to more radical actions and using a certain degree of violence to damage property, to express their anger, and also to generate more pressure on the government to consider the demands of Hong Kong people. So universal suffrage is still one of the demands of the Hong Kong protesters. Now, no one can foresee the future, but we can see that the protests are still continuing. Hong Kong people have not given up in the fight for democracy, because that's totally related with the rule of law that we all treasure. And without democratic election, the rule of law we could have will be rather insecure, and therefore we see that democracy and the rule of law cannot be separated, and that's also the things we are fighting for. Not knowing the future, not knowing when we could achieve our goal, but surely Hong Kong people will not give up and will continue our fight for the rule of law and democracy. I hope that in the future, I have the opportunity to speak directly to all of you, and I also hope that by that time, some better story can be told about the situation of the rule of law and democracy in Hong Kong. Thank you. Well, I find quite depressing that while in Hong Kong they are fighting for electoral democracy, we who can benefit from this can see how it can be how can be used also against citizens. We have just seen in UK, we have seen it for decades in Italy, we are seeing it in Hungary, or Poland. Au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, dépend des pays, instrumentalisés contre les citoyens. Donc la démocratie, c'est pas seulement, je dirais, la démocratie au sens électoral du terme, hein, il y a beaucoup d'autres aspects. Annalisa Angeli, si vous êtes prête, je vous donne la parole. Bonjour, je suis Annalisa Angeri, juriste et militante des droits de l'homme. Je voudrais vous parler de ce que l'on peut faire au sein des institutions européennes et de ce qui est déjà fait par le Comité économique et social. Et je voudrais également parler de l'ICE que nous soutenons sur le thème du respect de l'état de droit au sein de l'Union. Le Comité économique et social, en 2018, a créé un groupe sur les droits fondamentaux et l'état de droit. C'est une instance horizontale, transversale, qui a été missionnée pour accueillir les OSC qui se réunissent ici pour parler de droits fondamentaux
de démocratie et d'état de droit. Il s'agit des valeurs européennes, l'article 2 du traité. Il s'agit de les défendre, de promouvoir ces pratiques et de permettre un échange de bonnes pratiques, justement, sur ce thème. On organise dans le cadre de ce groupe des conférences, des auditions, plutôt, et on organise des visites sur le terrain dans les pays européens sur le thème, bien sûr, des droits fondamentaux. En 2018 et en 2019, le groupe s'est rendu d'ailleurs en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Autriche, en France, en Bulgarie. Un rapport intérimaire sur ces missions a été publié. Nous attendons la version définitive du rapport. Il y aura plus tard on attend le rapport sur une mission qui a eu lieu les 5 et 6 décembre en Italie. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence au cours de laquelle j'ai parlé de Humans et de cette initiative, l'initiative du CESE sur l'état de droit. Alors, on a pu, pendant quelques heures, parler notamment de l'indépendance du judiciaire. Une justice efficace et indépendante, c'est essentiel à l'état de droit. La création d'un mécanisme d'évaluation objectif et impartial pour vérifier l'application des valeurs européennes par tous les États membres, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Je ne vous apprends rien. Parlons de l'initiative que nous soutenons, soutenue par le mouvement européen, par Pierre Vertigno d'Astoli et Marco Cappato, qui sont à la manœuvre du projet Humans. Il s'agit d'un projet sur l'état de droit. Il s'agit de réformer la législation, le droit européen, pour accroître la confiance entre les États membres et faciliter la mise en œuvre des droits et des lois en Europe et faciliter la coopération judiciaire. Alors, cette initiative, comment a-t-elle pris naissance? Il ne s'agissait pas d'avoir comme point de départ la situation actuelle de l'Europe. So, as the president of the European Economic and Social Committee said yesterday, donc, comme l'a dit le président du CESE hier, il y a quelque chose qui fait défaut dans la législation. Avoid to trick Article 7. Une initiative citoyenne européenne, on le sait, ne permet pas d'amender les traités, mais peut solliciter les co-législateurs européens et d'abord la Commission européenne qui a le droit d'initiative. On peut demander par ce biais à la Commission de prendre une initiative, de proposer une directive, par exemple, ou un règlement. Et vous avez entendu, je pense, la nouvelle présidente de la Commission, Mme von der Leyen, et puis on connaît ses déclarations. On sait aussi effectivement ce qu'a déjà dit le commissaire à la justice à ce sujet. Et on sent qu'il y a, une perspective intéressante, un alignement des planètes en quelque sorte. Alors je vais vous parler, si vous permettez, de cette initiative ICE. Il s'agit de renforcer l'état de droit, notamment par le biais de l'Agence des droits fondamentaux qui est basée à Vienne, dont l'avis peut être demandé dans un souci d'objectivité dans les décisions des institutions européennes. Donc, il s'agirait de modifier un règlement du Conseil portant création de l'Agence européenne des droits fondamentaux, donc de modifier ce règlement. Si vous souhaitez signer, il y a un site web dédié à cet effet, formyrights.eu, formyrights.eu. Il ne faut que quelques secondes pour signer. Il suffit d'avoir un document d'identification valide. Merci beaucoup. Merci, Annalisa. Filippo, si vous êtes prêt, je vous en prie. Bonjour. I'm gonna take the floor in French.
Donc, je m'appelle Filippo D'Agostini, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Action laïque belgo-italienne et qui fait partie de la galaxie plus grande de l'association qui s'appelle Comité Action laïque. Notre association donc est née comme une sorte dans les années 2000 comme une sorte de pont au niveau disons des pratiques laïques entre l'Italie et la Belgique. Et pour cela, au cours des années, on a organisé des initiatives. Ça a été par exemple le cas où, avec l'association liée au monde radical Charti-Diritti, on avait par exemple organisé un happening où un bourgmestre belge mariait des couples homosexuels italiens. Donc, mon intervention doit porter sur l'importance des droits civils pour l'état de droit. Pour la dite rule of law. Alors, tout d'abord, je me pose la question. Est-ce que la question à poser, donc, c'est est-ce que les droits civils sont vraiment importants pour l'état de droit? On vit dans une époque où se pose en fait la question des droits civils, donc les droits, disons, de minorités, qu'ils soient immigrés ou homosexuels appartenant à la catégorie LGBT ou malades ou drogués, que ce soit des droits peut-être importants mais secondaires. C'est-à-dire que d'abord, ça serait une sorte de gadget. D'abord, les États devraient s'occuper des droits socio-économiques. Les droits socio-économiques, c'est-à-dire les problèmes liés à la pauvreté, seraient primaires. Et les restes, les dits droits civiques, seraient secondaires. Et donc, quel intérêt de s'occuper de divorce, d'avortement, de problèmes de légalisation de la drogue? C'est pas intéressant du tout. Si on regarde de près, en fait, ce type d'approche, on l'a connu notamment au sein des gauches dans les années 50-60 où on disait que les droits socio-économiques devaient primer sur les droits civils. Et donc, voilà, à nouveau, on se pose vraiment la question, est-ce vraiment possible d'avoir une démocratie où on respecte que les droits socio-économiques et où on ne respecte pas les droits civils? En fait, si on regarde de près la situation, on se rend compte en fait que les deux vont de pair, vont ensemble. Ils sont tous liés. Et que il n'est pas possible d'avoir une démocratie illibérale, comme on le dit de nos jours. Un respect, un État qui s'occupe que des conditions économiques, qui ne prend en considération aucune minorité, est en réalité irréel. Il n'y a pas vraiment de liberté, il n'y a pas véritablement un aspect d'état de droit. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, en regardant de près, on se rend compte qu'on fait tout, on est tous des minorités, d'une manière ou de l'autre. À cet égard, je voudrais traduire rapidement les mots d'un ancien député communiste et aussi député qui par la suite est passé au Parti radical dans les années 80. Il s'appelait Alessandro Tessari. Il disait que, en fait, en allant visitant les prisons en Italie, en découvrant grâce aux radicaux, il s'était rendu compte des conditions de détenus. Et il dit, cette chemin m'a mené à découvrir que le droit civil à revendiquer ne sont jamais des droits de minorité, mais de presque la totalité de notre société. Et que chaque minorité, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque minorité croit être l'unique minorité malchanceuse. C'est le cas pour les jeunes sans futur, pour les femmes, pour les anciens, pour les personnes avec des handicaps, pour les détenus, pour les homosexuels, pour les SDF. Toutes ces catégories, en fait, font partie de notre société. Et en regardant de près la situation, on se rend compte que même que même au sein de la catégorie qui sont majoritaires, c'est-à-dire les hommes adultes employés dans les activités productives, certains de ceux-là, la plupart en fait, se sentent appartenir à des minorités, parce qu'ils sont expulsés du travail avant les autres. En fait, on fait tous partie de minorités, d'une manière ou de l'autre. C'est pour cela
que cela a une importance. Donc voilà, ça c'était pour traiter la question qui m'avait été posée. Plus en concret. L'organisation donc auquel j'appartiens et notre fédération, exactement pour cet aspect-là, pense qu'il est important de unifier, de mettre ensemble ceux qui essayent d'avoir une approche différente, une vision différente en matière d'intégration de l'immigration, de gestion des drogues, et au niveau donc de la cité, c'est-à-dire le droit à mourir, le droit à naître. Et pour cela, il est très important que, quoique en Europe, on vit dans des réalités donc qui sont liées donc à des cadres législatifs nationaux, donc le climat est le même plus ou moins. Tout à l'heure, j'évoquais l'idée de démocratie libérale. C'est une idée qui fait surface un peu partout en Europe. De là l'importance à ceux qui ont une vision différente, comme c'est le cas en fait de certaines manières à travers l'initiative Humans, essayent de s'unir. Et nous, en tant que petite association qui veut faire deux ponts au niveau d'initiative laïque entre l'Italie et la Belgique, on veut offrir cela. Plus concrètement, comme je disais, le CAL, la fédération auquel on appartient, s'est dit ouverte à ce que une des prochaines réunions exécutives de l'initiative Humans soit accueillie à Bruxelles dans les locaux de la fédération bruxelloise, Bruxelles Laïque. C'était mon intervention. Je reste ouvert pour toutes questions, même en anglais. Merci. Merci à toi, Philippe. Mais c'est just un petit témoignage. Alicia, Virginia et moi avons participé récemment à l'un de ces rallyes Sardine à Milan. On connaît ce mouvement. Ce mouvement se bat apparemment contre la haine. Ils défendent les minorités, les LGBT, etc. On est descendu dans la rue avec eux et avec nos propositions. Initieux sur l'état de droit, vous le savez. Et ça va provoquer une certaine indifférence, peut-être par ignorance, je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que c'est une opportunité, qu'il faut aller plus loin, qu'on ne peut pas se contenter de protester, de descendre dans la rue ou d'agiter des drapeaux. Voilà. C'est une observation personnelle, bien sûr. Maintenant, je vais donner la parole à Federico Evangeli, s'il est prêt. Bonjour. Généralement, je m'exprime en italien. Mon thème, c'est la corruption. Je peux m'exprimer en anglais, mais quand je parle de mon thème de prédilection sur lequel je travaille, je préfère m'exprimer en italien. Voilà. Donc je vais m'exprimer en italien, mais je voulais vous le dire en anglais, vous l'annoncer. Merci en tout cas. Merci de m'avoir invité. Alors, première chose, ce que je veux dire avant tout, c'est que hier, nous avons reçu précisément une bonne nouvelle, parce que le Parlement européen, donc qui s'intéresse à la transparence et à la lutte contre la corruption et qui est souvent en pointe, surtout par rapport aux autres institutions européennes, et le PE donc a approuvé la création de nouvel intergroupe de lutte contre la corruption. Certes, ces intergroupes ont leurs limites en termes de pouvoir réel, mais ne serait-ce que sur le plan symbolique, il y a quand même 2 points à relever. 142 parlementaires, d'abord, ont marqué leur accord sur la création de cet intergroupe. 2 fois plus donc de députés européens que lors de la précédente législature européenne, premier élément. Deuxième élément, c'est le fait que
3 groupes politiques ont soutenu la création de l'intergroupe, déjà, et il y aura une coprésidence. On aura les Verts et le PPE, qui coprésideront l'intergroupe. Donc, lors de la précédente législature, l'intergroupe s'était heurté à certaines limites parce qu'il était porté uniquement par la gauche, les forces les plus à gauche de l'échiquier politique. Cette fois, on aura une majorité transversale. Donc avec 2 référentiels différents. On a Roberta Metsola aussi, de Malte, et Daniel Freund, un Allemand. Donc voilà, ça permettra de parler de différents types de corruption, la corruption en col blanc, d'une part, qui vise le système, et puis d'autre part, comme je disais, comme à Malte, et on l'a vu ces derniers mois, à Malte, ça a été prouvé, il y a une corrélation très forte entre corruption et criminalité organisée. Voilà, on utilise la corruption, enfin la criminalité organisée utilise la corruption, c'est un instrument pour la criminalité organisée, pour ces groupes, pour entrer dans le système. Donc voilà, et nous on en parle depuis des années de ça. Et voilà, au Parlement européen, on s'en est ému. La corruption, on pensait que c'était plutôt le fait des cols blancs, mais en fait, ce n'est pas seulement cela. Il y a 2 aspects, 2 dimensions, je viens de vous l'expliquer. Alors 2 choses rapidement. D'abord, je pense que nous sommes face, en tant que citoyens européens, à un véritable défi à relever. Nous devons veiller au grain. En effet, on a approuvé à la fin de la législature précédente un projet de loi concernant les lanceurs d'alerte, donc une directive avait été adoptée, elle doit être transposée, ça prend en général 2 ans dans les États membres. Donc d'ici à la fin 2021, les États membres doivent transposer cette directive importante sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est une directive clé parce que elle concerne bien sûr tous ceux qui dénoncent des cas de violation des droits fondamentaux, donc pas que de corruption. Donc ce n'est pas anodin. C'est un thème important pour nous, dont nous devons parler et sur lequel il faut réfléchir, engager une réflexion. Nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas louper le coche. Parce que la directive est précise, l'Europe a été claire sur ce point, mais d'autre part, les États membres qui transposent la directive peuvent le faire, voilà, conformément à leur ordre juridique national. Et donc, en fait, les États membres peuvent même aller au-delà du minimum qui est prescrit par la directive. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour que la transposition de cette directive par les États membres se fasse dans les meilleures conditions et que les États membres aillent au-delà de la prescription du prescrit de la directive. Donc, si plus de la moitié des États membres de l'Union européenne n'ont pas, avant la directive en tout cas, la moitié des États membres n'avaient pas de protection législative des lanceurs d'alerte. Il n'y avait rien, il n'y a pas de loi. Et donc, lanceurs d'alerte sur le lieu de travail. Il faudrait peut-être d'ailleurs aller plus loin et étendre cela aux fournisseurs, aux consultants, donc aux bénéficiaires des services. Je crois qu'il faut élargir le périmètre de protection des lanceurs d'alerte. Et j'espère donc que la directive sera bien transposée dans de bonnes conditions. Je voudrais ajouter un autre élément pour préciser le tableau. C'est une directive qui a été voulue par les citoyens. 90 organisations européennes, basées à Bruxelles, mais pas que, aussi des organisations nationales. Elles se sont battues, ces organisations, pour obtenir cette directive.
Pour ce qui est de la consultation publique, vous savez qu'il y a toujours une consultation publique, eh bien, alors qu'il s'agit quelque part d'un thème de niche, hein, mais on n'a pas l'impression que ça mobilise beaucoup l'opinion publique, alors qu'en fait, c'est un phénomène qui est dangereux. Eh bien, là aussi, la consultation publique a permis vraiment de braquer le projecteur sur ce thème. Alors, lors de la précédente législative, d'autre part, on a essayé de faire quelque chose par rapport au lobby, parce que c'est une question de transparence des décisions publiques. La transparence des décisions publiques, c'est vraiment un enjeu important, parce que ça permet déjà de suivre la mise en œuvre de ces décisions et surtout la façon dont ces décisions sont prises. Alors, il y a des règles qui ont été énoncées, édictées, en ce qui concerne les lobbies en Europe. Il y a un grand absent dans cette affaire, c'est le Conseil. Souvent, on accuse les institutions européennes, mais comme là, c'est le Conseil qui est en faute, ce sont les États membres qui sont en faute. Ils n'ont pas voulu franchir ce pas pour renforcer la transparence, justement, des décisions, pour le coup, du Conseil. Alors que, effectivement, voilà, il y a des choses qui sont connues, on sait qu'il y a des rencontres, des réunions avec les lobbies, voilà, au Parlement et à la Commission, et il y a des règles de transparence en la matière. Alors il est important que dès janvier, la présidence croate énonce clairement les positions des États membres sur les thématiques discutées au Conseil. Et ici aussi, il est vraiment important de former une grande coalition européenne, car il faut ici que toutes les institutions européennes s'alignent sur ce point et que les décisions publiques soient ouvertes, transparentes et responsables. Je vous remercie. Merci, Federico. 13 Veneta, à présent. Bonjour, c'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Je représente une initiative européenne qui s'appelle une initiative qui souhaite s'attaquer à la fin de la corruption en Europe. Pour vous donner plus de détails, il est bon de revenir à l'origine de l'initiative. Cela concerne 2 pays, mais aujourd'hui, je suis heureuse qu'on ait beaucoup parlé de la Pologne et de la Hongrie, mais la situation est très particulière également en Roumanie et en Bulgarie. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a 13 ans, lorsque la Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l'Union européenne, un mécanisme avait été mis en place, un mécanisme dit de vérification et de coopération. Ici, je vais vous le citer, notamment pour évoquer la question des réformes en matière de criminalité organisée. Donc, 13 ans plus tard, quelle est la situation? Et malheureusement, il faudra demander à l'oratrice de rallumer son micro. Voilà. Donc, 13 ans plus tard, quelle est la situation? Eh bien, malgré le mécanisme, la Roumanie et la Bulgarie bénéficient de fonds, continuent de bénéficier des fonds européens, fonds de cohésion notamment, parce que l'ampleur de la tâche était immense. Et cet argent devait notamment servir à réformer le système judiciaire. Donc nous avons fait une proposition. Moi, je vais vous parler principalement de la Bulgarie, mon pays d'origine, mais je pense que d'ici peu, nous pourrons entendre un... Vera, je m'excuse de t'interrompre.
Peux-tu passer sur la chaise suivante, sinon ton visage n'apparaît pas dans notre Facebook Live. Merci. Over 80% of Bulgarians believe that nobody can catch, stop, prevent, or do anything against corruption. I'm citing Eurobarometer statistic just came in the past following days. Also, if you have to look at other statistics, the field of corruption, what is happening. 111 places Donc, in the world in the index je parlais des fonds perçus par la Bulgarie. Que s'est-il passé en 13 ans, en fait? La situation peut être expliquée par des statistiques vraiment calamiteuses. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, 15% des Bulgares ont confiance dans les travaux du Parlement et 25% confiance dans le système judiciaire, malgré des sommes énormes investies. 80% des Bulgares pensent que rien ne peut être fait contre la corruption. Je vous cite ici les chiffres d'un Eurobaromètre. Nous avons la 111e place au classement de Reporters sans frontières. Si vous regardez une carte d'Europe, nous sommes le seul pays en rouge sur cette carte, sur cette carte de Reporters sans frontières. 77e place sur l'index mondial de la corruption. À chaque fois, des recommandations sont transmises aux autorités bulgares en matière notamment de réforme du système judiciaire. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bon. En Roumanie, la situation est assez similaire, même si là, une vraie lutte contre la corruption a pu être lancée. Des politiciens ont été mis derrière les barreaux et désormais à la tête du parquet européen est une bonne nouvelle. Donc les choses changent lentement et plus rapidement, en tout cas en Roumanie. Donc que voulions-nous surtout dire? Il y a 13 ans, aucun délai n'a été fixé à la Bulgarie et elle est là l'erreur du mécanisme. Et à l'avenir, quand il faudra prévoir de nouveaux élargissements, je pense aux Balkans occidentaux, d'où et il semblerait que la Macédoine pourrait ouvrir les négociations. Quand on voit ce qui s'est passé avec la Roumanie et la Bulgarie, nous proposons un délai de 10 ans pour ad vitam aeternam, non, 10 ans pour mettre de l'ordre dans le judiciaire. On parle ici de réformes fondamentales et nécessaires pour atteindre ce niveau minimum et similaire à ce que l'on connaît ailleurs en Europe. Et les fonds perçus par la Bulgarie et la Roumanie, c'est de l'argent du contribuable européen, ne l'oublions pas. Bref, nous voulons vraiment un délai strict de 10 ans pour que lorsque ce mécanisme sera mis en place, eh bien, des réformes se concrétisent rapidement. Nous devons en fait stimuler les gouvernements roumains, bulgares ou autres à être attentifs à la situation et ne pas rester les bras croisés. 13 ans pour faire émerger des réformes est aussi nécessaire. Plus de 80% pensent que l'état de droit est l'aspect le plus important sur leur qualité de vie au quotidien. La stratégie maintenant. Nous voyons qu'il y a un vrai
intérêt dans des pays comme la Bulgarie et la Roumanie pour le sujet, mais aussi en Pologne, en Hongrie. Voilà, on voit apparaître de bonnes initiatives avec des volontaires et ça, c'est vraiment la grande stratégie de cette initiative qui se base sur le volontariat, les réseaux sociaux et les médias. Nous avons des membres français d'origine bulgare. C'est un producteur, des personnes assez connues, par exemple un producteur de documentaire. Et c'est lui qui va nous permettre de produire un reportage sur cette initiative qui sera diffusée dans les médias. Alors, on a parlé de nous dans les médias, pas suffisamment à mon goût, mais on en a parlé, donc voilà, nous souhaitons vraiment souligner ces stratégies qui bénéficient d'une certaine attention médiatique. Merci pour votre attention. Merci. Encore du temps pour des questions, Virginie? Oui, 5 à 8 minutes pour les questions. Pour Nicolo. Nicolo a parlé du droit à l'information. Dans le contexte d'une perspective de liberté des médias, le lien entre les différentes initiatives citoyennes, c'est l'information au sens de service public européen. Donc, on le sait, le système ne fonctionne pas toujours bien partout, mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment un système, pourquoi pas financé par l'Union européenne, mais qui nous permettrait vraiment de communiquer aux gens leurs droits et pour leur parler des activités de l'Union européenne. Pas uniquement du point de vue des institutions européennes, mais aussi au niveau de la démocratie participative. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Et si c'est le cas, comment créer un tel système? Je pense que l'Union européenne le fait déjà, ce travail. Mais bon, avec peu de ressources et toujours de façon défensive. Et il est là le problème. À moins que l'on travaille de manière coordonnée, l'information, le service public européen et la garantie d'un média responsable n'est pas ça. Vu l'importance de la sphère nationale, l'Union européenne sera toujours dans une position défensive. Mais je pense que pour les initiatives, l'Union européenne ne doit pas tout faire toute seule, mais pour les initiatives, donner le pouvoir à un consortium d'ONG, d'universités, pour qu'elles agissent comme un centre d'information pour l'initiative. Ça, typiquement, c'est le genre d'approche que je pourrais appuyer plutôt que d'avoir un service public provenant de la Commission européenne. Je pense que la Commission européenne n'est pas vraiment une spécialiste de la communication. Je trouve que ces communicants sont de très mauvaises qualité. Je pense qu'il est plus intéressant de donner cet argent à d'autres acteurs qui ont de bons liens avec le système pour que ces informations soient mieux partagées. Merci. Encore des questions? On a encore un peu de temps. Oui. Thank you so very much. Right. I think the point is that once you become a EU member state, merci. Ma femme est bulgare. C'est une philosophe.
Donc, je vous mettrai en contact. Je pense que vous aurez des choses très intéressantes à vous dire. Il y a 30 ans, elle était dissidente, elle a dû quitter le pays, même si son père était un général haut gradé. Elle est rentrée au pays et elle a été extrêmement déçue. Je vous rejoins sur votre discours. En tout cas, en Bulgarie, elle a prononcé un discours très puissant que je ne manquerai pas de vous communiquer. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Quand on devient un État membre de l'UE, uno dei problemi dell'informazione è che l'informazione non è stata considerata un potere. Quindi la nostra Costituzione non l'ha diviso dagli altri. In realtà questo è un problema a monte. Si on n'est pas encore un État membre de l'UE, che ha sommato due temi trattati oggi, corruzione e informazione, splendidamente, in quanto comprava il giornale. On est forcément sur la soie des engrais. Alors, Sibilla. E ha fatto un salto nella corruzione direttamente infiltrando la politica e mettendo la persona a cui doveva chiedere nella posizione che desiderava. Je vais intervenir en italien. Pour moi, l'un des grands problèmes de l'information, c'est qu'elle n'est pas considérée comme un pouvoir. Donc notre constitution ne la partage pas. C'est un problème immense. En Italie, avant Berlusconi, un entrepreneur a parlé magnifiquement de corruption et d'information lorsqu'il a acheté notamment le journal d'un endroit où il comptait construire. Et au final, il a pu, ce faisant, infiltrer la politique et il a mis... voilà, on le voit, information et corruption vont de pair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'information se déplace. Alors, il existe des tribunaux, mais l'information, c'est comme un fleuve. L'information voyage. Et elle se déplace. Alors, les journaux sont en perte. Comment font-ils pour survivre? Donc là, parce que l'information, elle voyage et nous devons bien comprendre comment les réseaux qui ont une structure qui permet de renvoyer de nouvelles manières de faire la politique, mais comment le réseau, comment Internet peut nous aider. Et l'idée de faire participer le citoyen, cela veut dire créer une vision vertueuse, un cercle vertueux qui peut nous amener très loin. Il faut rapprocher à nouveau le citoyen, et si on analysait très bien, les faire revenir au bercail. Pourquoi les gens ne signent pas? Moi, nous sommes tous ici sur la même longueur d'onde. Que nous manque-t-il? La possibilité de parler aux citoyens. Comment rencontrer le citoyen? Comment entrer en contact avec lui? Comment le toucher? Il y a l'information et puis il y a évidemment les fonds. Donc, pour moi, nous devons nous demander comment faire en sorte que nous pourrons parler aux personnes qui feront la différence. Merci. Oui, rapidement. Moi aussi en italien. Un autre parallèle peut être fait, outre celui de Simone. Si un État est encore en dehors de l'Union et souhaite y adhérer, il est soumis à des mécanismes d'évaluation et d'analyse qui sont très rigides. Une fois que l'on rentre dans l'Union européenne, il n'y a plus de mécanisme, si ce n'est la suspension de l'UE, une décision prise à l'unanimité, c'est pas vraiment un instrument que l'on peut facilement utiliser.
quand notre initiative citoyenne propose un mécanisme de monitoring permanent, on pourrait ne pas bien comprendre ce que l'on dit. Mais c'est quoi le monitoring? Eh bien, je pense que le parallèle à faire explicitement, c'est le parallèle économique. Donc, un pays comme l'Italie, qui a du mal à respecter les paramètres économiques sur la dette publique, le déficit, ces pays font l'objet d'un monitoring assez précis. Donc, lorsque l'on fait un projet de budget, il faut d'abord l'envoyer à Bruxelles, la Commission européenne procède à une évaluation. Et à de nombreux moments de l'année, il y a des choses comme cela. Et j'imagine qu'il y a des bureaux avec des centaines de fonctionnaires qui étudient les budgets nationaux ligne par ligne et qui procèdent à une évaluation qui peut déboucher sur une procédure en infraction, mais aussi à des lettres de rappel qui ont des effets sur les marchés internationaux. Eh bien, il faudrait faire la même chose pour le fonctionnement de la vie civile, politique et démocratique, avec des indicateurs portant sur la justice, les prisons, les médias, les minorités, le respect des règles en général, et créer finalement des fonctions qui n'existent pas aujourd'hui. Bon, il y a quelques fonctionnaires ici et là dans quelques unités, mais non, ce dont on a besoin, c'est de des structures développant des indicateurs, notamment à travers la recherche scientifique, en coopération avec les universités et les centres d'études, pour que le mécanisme de monitoring soit permanent, pour avoir des réactions et des sanctions qui ne se limitent pas à mettre dehors, à exclure de l'Europe, parce que là, cela n'arrivera jamais. Et donc, nous avons besoin de vérifier les paramètres économiques, monétaires, budgétaires, c'est vrai, mais aussi des paramètres portant sur le droit, la légalité et l'état de droit, les principes démocratiques. Tout cela doit s'appliquer à ceux qui veulent rentrer et ceux qui sont dedans. Écoutez, moi je pense au récent protocole d'accord signé par le gouvernement italien avec le soi-disant gouvernement libyen. Il y a une violation des droits humains et donc une complicité des institutions européennes, parce que forcément, ça intéresse pas mal de monde, hein, la protection des frontières extérieures. Sans se préoccuper du traitement des gens dans les prisons, on va les appeler comme ça, les prisons libyennes. Ah, oui, rapidement, depuis hier, nous parlons du fait que nous manquons d'action déclenchant l'article 7, mais je vous rappelle que le 17 janvier de cette année, le Parlement a voté et adopté un règlement reliant l'état de droit et les fonds européens. Il faut voir ce qu'en dira le Conseil, mais après, nous devons nous demander ce que nous entendons par état de droit. Qu'est-ce que cela représente? En quoi est-ce que cela consiste? Quels sont les critères que nous souhaitons faire appliquer à l'efficacité judiciaire, la lutte contre la corruption, etc., etc. Nous savons bien que la Commission crée des mécanismes pour tous les pays européens. Mais si l'on veut, moi je pense vraiment que il faut impliquer le citoyen européen dans la définition de ces critères et de nos attentes. Merci.
Io parlo in italiano. La cosa per cui intervengo j'interviens sur la question de l'information. Alors, pour moi, la difficulté à définir des règles ne nous facilite pas la vie. Nous l'avons vu en Italie. Vous savez ce que disait Debord et la société du spectacle. On est en plein dedans. Les pouvoirs constituants, comment dire, la gestion de l'image relève de l'imaginaire. Et très clairement, de manière géniale, nous avons observé une invasion inimaginable. Vraiment, c'est une invasion de Berlusconi qui a créé un modèle. Et le virus italien, c'est lui qui l'a inoculé. Donc, utiliser les médias pour propager son virus au niveau mondial, cette manière sophistiquée d'altérer le contenu. Mais le problème, comment évoquer l'illégitimité de la situation? Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas trouvé d'antidote à cette situation. C'est un problème. Donc d'abord, je pense que nous devons essayer de comprendre. Ne soyons pas moralisateurs ici. Non, mais pour moi, l'une des possibilités consiste à bien déterminer l'action politique. Nobody? So I think we can stop it here. Thank you everybody, thanks the panelists, and we can go with the next panel. Il faut reconnaître les individualités et les singularités quand on évoque la reconnaissance de droit. Pour qu'on en arrive à cette collectivisation, et c'est difficile bien sûr de trouver la bonne attitude.